j'allais dire, c'est une déformation professionnelle de Joe Mannix. Ouais, je sais, il y en a plein. On va regarder en haut, c'est sûr. Merci, souci. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aux AFCO? Je pense qu'on marque encore l'histoire une autre fois. En fait, c'est le premier show de Carquois en 11 ans. C'est vraiment pas un show typique pour personne à soir. Dans l'équipe de Carquois qui sont lancés dans une tournée qui font des petites salles comme les nôtres ou en fait des géants théâtres, tu sais. Donc la formule est adaptée un peu à toutes les places qui vont. Puis nous, évidemment, on reçoit un plus gros show qu'à l'habitude. On s'est ajusté en fait à tout ça. Donc tout le monde est un peu dans une zone d'inconfort, mais je crois que ça fait partie un peu de notre expertise de se lancer pareil pour le faire. T'sais. Le fait que ça tombe dans notre 20e anniversaire, c'est encore incroyable en fait. Là. Cette année, on a eu Émile Bledo, les Sœurs Boulay, Bon Enfant, Violette Pie, Daniel Bélanger. On a aussi Ala Claire qui s'en vient, Lydia Kepinski, puis aujourd'hui, on a quand même Carquois. On n'aurait pas pu mieux demander pour notre 20e anniversaire. Je pense que les étoiles se sont encore alignées pour nous, en fait. Là. Honnêtement, il n'y a vraiment rien de plus satisfaisant que de voir genre, la salle pleine comme on va voir ce soir avec tout le monde qui crie tout ça, parce que ça va me rappeler pourquoi je fais ça, honnêtement. Des nuits sans dormir, de l'anxiété des fois en jour. Est-ce qu'on va vendre des billets? Est-ce qu'on est assez bon? Est-ce qu'on est ci ou ça? Mais aussitôt que le show part, les lumières éteignent, j'entends le monde applaudir, ça me rappelle vraiment pourquoi que les AFCO existent. T'sais. C'est l'endroit où est-ce que j'ai le plus joué dans ma vie. Fait que c'est sûr que c'est un attachement émotionnel, puis c'est le fun. Là. Personne ne m'a forcé à être ici, à dire ça aujourd'hui. C'est comme un espèce d'endroit qui est familier, qui est comme un chalet d'un ami de la famille auquel je vais 2 fois par an, genre. Des salles comme le Haricot, tenues de main de maître par des mélomanes puis des gens qui ont la musique à cœur, c'est d'une importance capitale au Québec. Il en manque, il n'y en a pas assez. Nous, on arrive avec nos instruments puis on s'installe dans une salle où il y a déjà des fantômes en place. Il y a déjà une ambiance qui s'installe de par seulement l'équipe qui nous accueille. T'sais. Il y a comme, on sait qu'on est en train de s'installer dans un endroit où on vénère la musique, on aime la musique, puis on est là pour les bonnes raisons. C'est pas le cas de tous les théâtres partout au Québec, puis on en a fait. Là. Ça fait des années que j'en fais. La salle a quelque chose de spécial. Par la programmation, par l'audace, je pense, de continuer à toujours programmer des artistes qui sont un petit peu plus émergents. Les grosses salles vont rarement se lancer à produire aussi. Dans le fond, souvent, les petites salles vont être en genre de location. Puis, dans ce que les AFCO se mouillent à faire une programmation. Il n'y en a pas des tonnes d'endroits où tu peux jouer au Québec qui vont se mouiller et aller chercher des artistes qui sont quand même dans leur début. Ça a de l'audace. Je pense que les AFCO, il y a de l'audace, puis ça, c'est fort.
J'adore ça, jouer aux haricots. J'adore Saint-Hyacinthe, en fait. Donc, toutes les opportunités sont bonnes pour venir. Ce qui est le fun avec les haricots, ben, c'est justement le côté authentique. Tu sais, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans le tapis. Les gens, ils aiment recevoir ce qu'on a envie de leur donner, que ce soit intime ou justement un gros jam avec la sueur dans les cheveux. Je pense que entre les deux, ils prennent tout ce qu'on leur donne. Fait que ça, c'est cool. Le public ici est particulièrement attentif. Puis ça rajoute beaucoup de valeur ajoutée. Pour nous autres, ça représente tout, en fait. C'est pour ça qu'on fait de la muse. C'est le fait de se ramasser avec une proximité avec un public comme tellement particulièrement ici, vraiment dynamique. Notre colonne vertébrale, c'est les shows qu'on fait. Puis ces salles-là qui ont un esprit, un spirit, puis qui sont vraiment là pour la musique. Beaucoup de monde qui vont faire le détour pour venir voir un show aux haricots parce que ça a fait ses preuves. Ils savent que l'ambiance va être le fun. C'est pour toutes les bandes qui ont l'occasion, la chance de venir jouer ici, ben c'est tout le temps... C'est tout le temps marquant même. Les haricots, c'est le genre de salle vraiment nécessaire qui est comme ça devrait être un modèle, il devrait avoir ce type de grosseur de salle-là, puis de programmation aussi. On sent qu'il y a un intérêt artistique pour tout ce qui est programmé dans place, tout ça. Quand tu peux avoir ça dans ta région, dans ton coin, une salle qui invite des artistes, qui fait des spectacles, qui prend des risques, bien, il faut que les gens embarquent, il faut que les gens sortent de chez eux, puis aillent voir des spectacles. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur, surtout post-pandémie. Puis je pense que des fois, Netflix, c'est une bonne concurrence à ça un vendredi soir, puis je le comprends aussi, mais c'est une grosse chance qu'il y ait ça proche de chez nous, puis il faut juste... faut y aller, en fait. Il faut aller juste encourager, il faut vivre les arts, parce que ben c'est comme ça, hein? Sinon ça survivra pas. Les premières fois que j'ai joué ici, c'était vraiment un but. C'était vraiment comme un achievement d'enfin jouer ici. J'avais vu des shows mémorables, puis où tu sais, le son te transporte, puis tu sens que les murs vibrent avec toi. C'est là où, pour nous autres, comme la culture de Saint-Hyacinthe, c'est un point cardinal dans la culture de Saint-Hyacinthe, comme vecteur, en fait, comme hôte de genre tellement d'événements qui t'ouvrent sur de la nouveauté, sur de la découverte. Même toutes les ligues que je connais, les spectacles d'impro, ou que ce soit une ligue ou des spectacles, de rester à la même place 20 ans, j'ai pas vu ça. J'ai pas... Non, ça arrive pas. Non. Ça arrive pas, puis les haricots, tu l'as dit, ils nous donnent carte blanche, la confiance est là, mais on a vieilli avec les haricots, on a grandi avec le public des haricots. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui viennent nous voir, puis qui sont des habitués aussi de la place. Moi, je me rappelle comme quand, comme je commençais dans la musique, je venais ici de voir des shows. On dirait que c'était comme, je les enviais vraiment beaucoup. C'était comme, aïe, c'est tellement hot, genre, de comme jouer de la musique comme ça, genre dans un spot de même, comme avec une crowd qui est fucking comme à l'écoute, comme aux haricots. Je me rappelle d'avoir eu vraiment des gros feelings forts de désir d'être sur ce stage-là à m'amener dans ma carrière, genre. Puis finalement, ben, ça a fini par se produire. Moi, j'ai joué que dans des projets Mascoutin, même si je viens pas d'ici. Fait que les haricots, ça a fini par être mon chez-moi un peu artistique, si on veut. Là, c'est vraiment la salle qui me plaît le plus de toute la province. Puis c'est toujours une belle expérience de jouer ici, tant sur le plan humain avec le staff et la clientèle régulière qui est sur juste le trip d'être sur ce stage-là. Qui est comme iconique un peu pour la région, j'ai l'impression. Quand on arrive dans des salles vraiment spécialement là, ciblées sur la musique, il y a quelque chose qui se dément pas. On fait de la musique au Québec, là, on n'est pas les Rolling Stones, tout ça, puis pour nous autres, c'est ça notre vie. Fait que, ça a une qualité, ça a une valeur. C'est pas qu'il y ait 10 000 personnes ou que ça soit les haricots pleins, t'as des frissons, c'est le fun. Mon nom est Joëlle Turcotte, puis mon rôle présentement aux haricots, c'est d'être directrice marketing et communication. Auparavant, j'étais à la programmation là, depuis 14 ans. Fait que là, après ça, on a fait un petit changement. Ben là, c'est mon nouveau rôle. Puis je suis copropriétaire aussi.
Moi, j'ai été embauchée en 2009, fait que puis on a acheté le Zarco en 2011. Donc, la transition s'est faite assez rapidement entre les deux. Ben, c'est sûr que d'acheter un bar à 23 ans, ça comporte des défis en soi. T'sais. On n'a pas beaucoup d'expérience, ni en gestion, ni en finance, ni en comptabilité, mais on avait beaucoup de volonté puis énormément d'énergie. J'étais à 100% certaine qu'on allait réussir. Là. J'avais vraiment aucun doute en tête, ce qui n'était pas le cas de notre entourage et de la majorité des gens en terre mascoutaine, qui étaient comme « Ah ouais, une gang de jeunes qui achètent les Zarco, c'est sûr que ça va planter. » Mais c'était sans prendre en considération le fait que le Zarco, c'est une espèce de machine extrêmement bien huilée en elle-même. Je pense qu'il aurait vraiment fallu se lever tôt puis se coucher tard pour faire faillite aux Zarco. C'est un lieu qui se supporte lui-même, qui existe dans son fondement avec tellement d'intensité, puis il n'y a aucun autre lieu qui ressemble à ça à Saint-Hyacinthe. C'est quelque chose de quasiment surnaturel, comme on dirait que tout s'imbrique, quand on pense à une idée, il y a des fois qu'on est comme « Ah ouais, ça fit » ou « Ah non, ça fit pas ». Puis on dirait qu'on le sait comme naturellement, la personnalité du Zarco est tellement forte, son image puis son identité, elle a traversé le temps. Le Zarco a grandi avec nous, on s'est organisé au même moment où lui avait besoin d'être organisé. Puis là, maintenant, on est vraiment organisé, puis ça fonctionne super bien. Je pense qu'une chose qui est restée, ce qui n'a pas évolué, puis ce que je pense qui va perdurer, c'est vraiment l'implication de l'équipe de gestion, puis l'implication des gens qui sont derrière tout ça. Je pense que ça va... On dirait que ça fait partie de l'âme là, du Zarco. C'est l'implication, puis le désir aussi de toujours s'améliorer, puis de toujours faire mieux. Puis d'ailleurs, pour un 20 ans encore, dans le renouvellement, ben là, on est en train d'accueillir à travers notre équipe de propriétaires, Audrey et Sébastien, que vous connaissez déjà. Mon nom, c'est Audrey. Mon rôle aux Zarco, je suis la môme, je dirais. Je m'occupe des ressources humaines, je m'occupe de ma belle équipe, ma belle grande équipe. Je m'occupe aussi des opérations, je m'occupe que le bar et le resto fonctionnent bien. Je m'occupe un petit peu de la partie spectacle, mais vraiment plus sur le terrain. Ça fait 9 ans, ça va faire 9 ans déjà, que je fais partie de l'équipe Zarco. Mais ça fait 13 ans que je suis une cliente, ma foi, c'est un peu gênant, très très régulière. Quand j'ai eu 18 ans, moi, ça a été vraiment le premier bar où est-ce que je me suis tenue avec mes amis. Puis ça va probablement être le dernier où est-ce que je vais venir. J'ai commencé en tant que serveuse, puis en tant que préposée au party, je dirais. Je pense que je faisais bien ça. Puis là, ben, je suis rendue dans l'équipe avec Joël, Jean-François, Joanie, puis Seb. Ben, c'est faire partie du projet, c'est de voir un peu comment ça marche, l'envers du décor, voir un peu qu'on travaille toute la semaine pour annoncer des spectacles, qu'on travaille toute la semaine à vendre de la bière, à venir travailler pour arriver le vendredi où là, les artistes arrivent, les techniciens arrivent pour monter leur scène, parce que les spectateurs arrivent, le spectacle qui commence, puis après ça, le nightlife après les spectacles, puis après ça, on recommence le lendemain. C'est comme une danse ou de la poésie un peu de réussir à faire en sorte que ça arrive dans une petite place qui est un peu sortie de nulle part, qui est un peu champ gauche. Je suis Jean-François Rivet et mon rôle aux Zarco, c'est la comptabilité. Donc, s'occuper que tout le monde soit payé, que tous les fournisseurs soient payés, que les artistes soient payés. Puis j'occupe aussi des réseaux sociaux. Donc, on peut annoncer des spectacles puis faire rouler l'algorithme de notre côté. Vers 2006, le Zarco avait encore juste 3 ans. Je commençais à travailler à Saint-Hyacinthe. Je commençais à venir dîner au Zarco, à venir voir un petit peu les spectacles. Je commençais à me tenir à Saint-Hyacinthe. Puis avec le temps, on a déménagé à Saint-Hyacinthe en 2007. J'ai déménagé à Saint-Hyacinthe, on partait de Montréal. Puis on avait un peu peur que la vie culturelle qu'on avait à Montréal, on ne puisse pas la retrouver dans une petite ville comme Saint-Hyacinthe. Finalement, la programmation qu'il y avait aux Zarco recoupait un petit peu les spectacles qu'on allait voir à Montréal. Fait que, de fil en aiguille, on a commencé à se tenir aux Zarco, à faire partie de la place. Puis j'ai tellement aimé la place que je l'ai acheté. Je l'ai acheté, dans le fond, j'ai acheté des parts en 2013, 2014 à peu près. Puis depuis ce temps-là, ça fait partie de la famille, ça fait partie du projet. Là. C'est sûr qu'il y a toujours cette espèce de feeling-là qui est un peu de travailler dans l'ombre aussi. Ben, dans l'ombre
du public, mais les artistes, ils savent un peu le travail que tu as fait derrière ça. Puis j'aime quand même toujours un peu le feeling d'être au milieu d'une salle pleine, en train de danser avec tout le monde, puis finalement, j'ai comme une espèce de 1 minute que je fais comme « Hey, c'est pas mal moi qui ai orchestré tout ça, finalement. » Mais c'est grâce aux musiciens et aux musiciennes qui jouent, c'est sûr. Là. Mon histoire avec les Zarcos est quand même longue. Mon histoire avec le booking est encore plus longue. Mais mon histoire au booking aux Zarcos est quand même relativement récente. Fait que ça fait depuis 2022 que je fais ça, mais ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. J'ai même sorti ma propre agence, en fait, agence à part. Fait que ça m'a vraiment aidé sur plein de points de ma vie, les Zarcos en bout de ligne. C'est vraiment important. L'arrivée du Zarco dans ma vie, puis la façon dont ça a modifié ma vie, c'est comme légendaire. Tu sais, comme je suis arrivée le soir de ma fête, je l'ai découvert, je me suis fait embaucher, j'ai fait embaucher ma meilleure amie. Puis après ça, j'ai invité mes meilleurs amis à l'acheter pour engager d'autres gens. Tu sais, comme maintenant, le Zarco puis ma vie sont intrinsèquement liés. Tu sais, il y a pas moyen de décider. Sans le Zarco, ma vie aurait absolument pas été la même. Genre à aucun niveau. C'est vraiment impressionnant. Je suis un expatrié, on va dire, français, qui est venu au Québec dans les années 2000 pour monter une salle de spectacle. Et j'ai fondé les Haricots. Le rêve, c'était d'avoir vraiment une vraie salle de spectacle à moi, de pouvoir organiser les spectacles que je voulais, faire passer les artistes que j'aimais. Et donc, j'ai trouvé que Québec, c'était parfait pour ça. Je voulais aussi me rapprocher de la musique que j'aime, c'est-à-dire la musique américaine, la musique folk américaine. Et, ouais, essayer de trouver une vieille grange, la retaper, faire une salle de spectacle dedans. C'était ça l'idée initiale, de faire ça à la campagne, parce que moi, je viens de la campagne, puis j'aime la campagne, puis jamais j'aurais eu l'idée d'aller m'installer en ville, monter un bar en ville. Il y en a déjà trop. Et puis, je trouve qu'apporter la musique à la campagne, c'est très agréable. Et l'idée que j'avais, moi, c'était vraiment d'être dans une grange pour avoir déjà le son du bois, puis retrouver cette musique à l'ancienne, là, comme ça se faisait dans le temps. Là. On vient écouter de la musique ou danser dans une grange. Voilà. Il a fallu se retourner, et comme l'envie était là quand même de continuer mon aventure, de monter le Haricots. Et j'ai cherché, et j'ai fini par trouver, en passant dans la rue, là, Saint-Hyacinthe, la rue principale, j'ai trouvé ce bar qui était à louer. Et donc, j'ai demandé à le visiter. Et quand j'ai vu la structure, comment il était fait, donc un grand rectangle, assez haut de plafond, ben, c'était parfait. Donc, j'ai dit, ça va être là. J'aimais ça avec le marché, la vieille ville, c'était super. Donc, comme je ne pouvais pas monter ça dans une grange, j'ai démonté une vieille grange proche de chez moi dans les cantons de l'Est. Et j'ai ramené les planches ici. Pendant les 3 premiers mois, j'ai travaillé 7 jours sur 7 ici, même pour Noël, même pour le jour de l'an. Je n'ai pas arrêté 7 jours sur 7 à travailler pour construire ça, parce qu'il n'y a aucune entreprise qui est venue ici. Hein. Ça, tout a été fait à la main. Les planches ont été clouées à la main, au marteau, avec des clous. D'une part, pour la beauté, parce que j'aime ça, les vieilles granges. Puis surtout le son, parce que le bois, pour le son, c'est parfait. Donc, Sur des rythmes endiablés de jazz, de rock soudés sur du blues, rhythm and blues. Du cajun, du bluegrass qui résonne sous les pieds qui tapent ou qui dansent. Alors, le nom, ça vient de la Louisiane. Ça, j'ai un amour pour la musique cajun. Ben, déjà pour la musique francophone d'Amérique du Nord, parce que c'est important qu'il reste des francophones ici, là. En Amérique du Nord, c'est tellement anglophone que de savoir qu'il y a encore des gens qui vivent en français. Et donc, je suis amoureux de la musique de la Louisiane. Et les Cajuns chantent dans beaucoup de chansons, ils parlent des haricots. Et donc, c'est le nom est venu de là. Je voulais un nom qui sonne français, mais à la fois qui sonne francophone, et puis qui se rapprochait de la musique que j'aimais. Donc, voilà, la musique Cajun. Et donc, les haricots, c'était parfait. Avec un Z, bien entendu, comme ils l'écrivent, eux, quand ils écrivent les haricots, les Cajuns, ils mettent un Z. Bon, ça vient des haricots sont pas salés, qui veut dire, on est tellement dans la mouise qu'on n'a même plus d'argent pour saler nos haricots. Alors, quand quelqu'un dit les haricots sont pas salés, c'est que ça va vraiment pas bien dans sa vie. Levons nos verres, nous allons boire pour fêter les 20 ans ce soir d'un rêve devenu victoire. Il y aura certainement beaucoup d'autres soirs et d'autres décennies d'histoire. Si je pouvais expliquer l'âme ou la personnalité du haricot, c'est vraiment comme
la chaleur, la communauté, le côté vraiment, on se sent chez soi. Tu sais, le staff du Zarco est accueillant, ça devient des parts de la famille. C'est comme aller chez ton grand chum, quelqu'un chez qui c'est réconfortant, puis que tu sais qu'il va te faire une bonne bouffe, puis que une coupe de vin ou une bonne pinte de blonde, ou prendre une soirée vraiment relax, où tu peux faire le maudit gros party, ou ben écouter de la musique. Trouver du staff, c'est quand même... c'est un des plus gros enjeux, je pense. Déjà, en ce moment, trouver du staff n'importe où, c'est un enjeu. Trouver du staff qui colle avec nous, qui ont envie d'être là, qui trippent, qui sont curieux, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Il y en a. Quand tu tombes dessus, tu leur donnes des petits becs dans le front, là. T'es gardes, puis comme... tu leur donnes tout l'amour qu'ils méritent. Pour moi, le ZAS, c'est vraiment une place où tu peux découvrir des choses que t'aimes, que tu pensais pas que t'aimais non plus, juste comme t'as trouvé des nouvelles passions, t'as trouvé des nouveaux groupes que t'aimes, t'as trouvé de la bière que t'es comme « Ah, je savais pas que j'aimais ça ». C'est aussi, je pense que les gens qui sont pas... t'es un peu les outcasts qui retrouvaient pas, mettons, d'autres outcasts dans leur vie ailleurs qui viennent aux ZAS et qui sont comme « Aïe, il y a du monde pareil comme moi ». Moi, c'est ça que j'aime du ZAS. Le ZAS, c'est vraiment un safe space. Je pense que la majorité du monde qui fréquente le ZAS serait d'accord avec ça. Perso, j'ai tellement découvert de bands en travaillant ici, puis tellement d'amis aussi. Je pense que c'est la proximité avec le staff, avec l'artiste. La salle est plus petite. Je le fait de pouvoir arriver plus tôt boire des bières, puis que ça ferme tard après, mais on s'ambiance avec les bands, autant avant qu'après. Puis c'est vraiment cette proximité-là avec tout le monde, en fait. Le staff, tout ça, le personnel qui nous accueille, ça a changé avec les années, mais il a tout le temps gardé la même mentalité. Puis ça change beaucoup d'une expérience que on a fait plein de places à travers le temps. Puis, tu sais, comme t'as 2-3 Molson Dry puis un chip au vinaigre dans l'âge. Ici, c'est comme plus chaleureux, puis je souris, puis tout ça contribue à faire une journée magique. Un moment donné, on se voit ici, puis à Québec le lendemain, puis on dit hey, on va se prendre une chambre à Saint-Hyacinthe, on va plus se reposer le lendemain, moins de route, partir de Montréal. Puis c'est comme ça qu'on a appris que c'était une mauvaise idée. Mais on la répète toujours pareil. Fait que là, on se loue des chambres à Saint-Hyacinthe quand on vient. Puis on a des soirées que, en tout cas, je me souviens avec mon pote Langevin qu'on a fini à danser Wish You Were Here debout sur le bord avec tout le staff ici. C'était grandiose. Dans l'espèce d'ambiance qu'on crée aussi un peu, là, tu sais, l'artiste vient aux Zarco pour son spectacle, mais on essaie de comme d'envelopper ça pour que ça devienne vraiment sa soirée en tant que telle, un peu là, comme on va essayer de mettre de la musique qui est vraiment dans le même genre, un peu qui fait de la clientèle, qu'on crée un mood un peu. Fait que je pense que ça vient vraiment ajouter quelque chose à l'ambiance même du spectacle qui met l'artiste en confiance versus d'arriver dans un truc que c'est comme complètement un autre vibe, une autre clientèle, puis il faut que tu essaies de faire ton show, c'est quand même un peu différent. On a quand même la chance d'avoir une très bonne équipe aussi de son qui vient encore aussi mettre les musiciens et les musiciennes en confiance parce qu'ils ont un bon son sur scène, ils ont une belle communication. On a une petite salle qui joue dans une grosse ligue dans le sens qu'on a quand même vraiment une bonne équipe de professionnels derrière tout ça. Mais on fait tout ça principalement pour le fun puis pour le bien de la culture en bout de ligne. T'sais. La façon dont Seb programme, ou même que moi j'essayais de faire, c'est de dire ben faites-moi confiance, puis essayez de venir voir les shows, puis on va s'assurer que les shows sont de qualité en tout temps. On présente jamais un spectacle qu'on n'aime absolument pas, ou si on l'aime pas parce que c'est pas le genre musical qui nous branche, ben c'est pas grave parce qu'on sait que c'est de qualité, puis on aime les musiciens, il y a toujours quelque chose qu'on a le goût de présenter. C'est jamais comme ah ouais en fin de semaine c'était quand même ordinaire. T'sais. Peut-être après coup, des fois on est déçu, mais quand on le programme, on est convaincu de notre shot. T'sais. Je pense que c'est vraiment un choix que les Zarco a fait aussi de comme vraiment d'investir dans la culture littéralement. En fait, que ce soit à perte ou à profit, on est là pour faire grandir les artistes puis surtout donner accès à la clientèle à des prix abordables aussi aux spectacles qui sont présentés. Fait que je pense que c'est un choix qui fait la différence puis qui
ça aussi fait quand même relativement jaser aussi à travers l'industrie. Là. Ben, c'est comme un peu le parallèle que je fais des fois, c'est comme avec les DJ back in the days, quand ils recevaient des albums, puis ils jouaient, puis les gens qui allaient clubber, ils étaient comme « Oh wow, tu sais, je suis ce DJ-là, donc j'achète le vinyle qui est en train de passer en soirée. » C'est comme, je trouve que c'est le genre d'endroits qui ont vraiment un impact dans le tissu social, aussi parce que ce sont des bars. Fait que les gens, ils interagissent avec le lieu, qu'il y ait un show ou pas, puis ils font confiance au owner. Puis quand le owner dit « ça, c'est bon, viens voir le spectacle », ils suivent, tu sais. Puis ici, ils ont des amis qui viennent, bien, tous les amis vont suivre parce que c'est comme le lieu veut dire quelque chose. C'est comme le bâtiment a une empreinte anthropologique dans la communauté, tu sais. Fait que c'est sûr que les gens, ils vont venir. Puis c'est des gens qui sont dignes de confiance, puis c'est pas comme un établissement qui a l'air d'un hôpital, qui pourrait habiter 10 000 spectateurs, puis qui est en déconnexion avec sa municipalité, là, sans vouloir nommer personne. Là. En termes de développement d'artistes, là, puis polir son produit, se faire les dents dans le métier, là, des salles comme le Haricot, c'est essentiel. Il y en a plusieurs des salles comme ça au Québec, puis les gens qui font les programmations de ces salles-là, c'est des gens qui n'ont pas peur de prendre des risques en engageant des produits musicaux qui sont pas connus partout au Québec. Bien, les salles comme ça sont 100% pertinentes au Québec parce que si tu fais pas des grosses salles puis tu veux pas jouer dans des bars miteux, tu sais, puis tu es capable de remplir plus qu'un bar miteux, ça prend l'entre-deux. En plus, quelqu'un comme moi, je pourrais pas vraiment tourner, puis je pourrais, mais tu sais, je me tannerais peut-être parce que je ne vais pas remplir la grosse salle, puis je remplis plus, je vais défoncer la capacité d'une taverne, tu sais. Mais s'il n'y a pas ça, je veux dire, on n'a pas de lieu de diffusion. Ce qui était frappant quand je fais le recensement des salles indépendantes, c'est que, tu sais, les villes où est-ce qu'il se passe de quoi en culture, grosso modo, c'est les villes où est-ce qu'il y a des salles indépendantes. Puis ça dépend d'une bande de tripeux, d'entrepreneurs, d'indépendants, autonomes, qui font comme « moi, je me pars une salle de spectacle ». Puis ça met cette ville-là sur la map d'un réseau culturel, là, tu sais. Je m'appelle Sébastien Collin. J'ai une entreprise qui s'appelle Spectacle Bonsaï. Et puis, je suis là pour jaser de la Ligue Rock, je pense. Là, on a commencé ça en 2012. Là, on est en 2023. Grosso modo, c'est une série annuelle qu'on fait à chaque année en mars. Puis, le but, c'est d'inviter des bands, les meilleurs possibles, de la scène rock, surtout québécoise, mais on pige un peu du côté du Nouveau-Brunswick quand c'est pertinent. La Ligue Rock puis les Haricot, ça va très bien ensemble, puis ça, depuis le début. La Ligue Rock et les Haricot sont mélomanes. Ils ont fait un super travail au fil des années d'aller former des mélomanes, tu sais. Puis je pense que la ville de Saint-Hyacinthe a fait ça avant les Haricot aussi avec les disquaires aussi, de ce que j'ai pu comprendre au fil des années. Les Haricot, je pense que les gens qui vont voir les spectacles aux Haricot ont une bonne culture de la musique actuelle. T'sais, en fait, là, si, en tant que diffuseur, si on se dit, OK, bien, il n'y a pas de Haricot dans notre écosystème, bien, ça fait en sorte qu'il y a plein de projets qu'on ne peut pas faire, en fait. Il y a plein de projets qui n'auront pas de scène dans notre ville, que les artistes ne pourront pas être de passage, puis que les gens, les citoyens, n'y auront pas accès. T'sais, parce que quand on programme, on veut le bon artiste au bon moment, devant le bon public, puis dans la bonne salle, parce que si on fait un artiste vraiment en début de carrière, qu'on dit « Hey, on le fait dans la grande salle ici », ben tu sais, c'est plate, là, quand c'est vide en arrière. Mais aux Haricot, s'il y a comme 50 personnes, ça va être wow. Fait que si on n'a pas le Haricot dans cet écosystème-là, ben ça fait juste en sorte que ça sert personne si on fait l'artiste, ça sert pas l'artiste, ça sert pas la salle, ça sert pas le public. Moi, c'est Anouk Charbonneau, directrice générale adjointe et communication marketing au Centre des arts Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe. Moi, c'est Caroline Baudreau. Je suis directrice de la programmation cirque, danse et jeune public, ainsi que le réseau scolaire, les spectacles présentés en milieu scolaire. Je pense que c'est très bénéfique pour les artistes aussi d'avoir cette séquence-là. Tranquillement, on évolue dans l'étape de travail où ils sont rendus. Puis aussi, au point de vue du spectateur, moi, quand je vais aux Haricot, ce qui est important pour moi aussi, c'est d'avoir une intimité, une proximité avec l'artiste qui est présenté. Peut-être que je n'ai pas dans une salle de 700. Tu sais, on est 700 à le partager, mais là, quand on rentre aux Haricot, on est une centaine à partager l'artiste. Fait qu'il y a quelque chose qui s'installe, qui est une magie
qu'on n'est pas capable de palper, mais qu'on le sent. Quand le spectacle commence, la magie opère et c'est autant sécurisant pour un spectateur que pour l'artiste. Mais comme certains le savent, on essaie toujours d'être un peu comme 2 coups d'avance sur ce qui va être cool, qui va marcher, en fait, au Québec même. Fait qu'il y a cette partie-là. Tu sais, je me garde un pourcentage quand même de la programmation qui est comme les prochains trucs chauds là, qui vont bien marcher. Mais je balance ça avec des noms qui sont établis puis qui ont passé aussi à travers le fait qu'on les a bookés, qu'ils étaient un projet plus jeune, plus chaud, puis là, finalement, qui ont fait leur marque. Fait que je trouve une espèce d'équilibre avec tout ça. Une des soirées que je parle souvent, même, c'est à Pointel, dans les fameuses soirées découvertes qu'on faisait avec La Bête à l'époque. On avait booké, disons, par exemple, Les Louanges avec Le Havre. Un excellent show, mais je pense qu'on a eu, honnêtement, 11 personnes quand j'ai revérifié. On l'aurait fait une deuxième fois avec Les Arcos. On a eu quoi, genre une 20aine de personnes. Avec la Grille Rock, on l'a envoyé au Bill Boquet, justement. On a eu quoi, probablement 11 personnes encore. Puis après ça, on l'a de fil en aiguille, ça a été fait aux Arcos. C'était sold out à craquer. Puis là, c'est rendu qu'il fait des plus grandes salles comme Jette la Sonde, des trucs du genre. Fait qu'on n'a pas tout le mérite de ça, mais je pense qu'on a mis quand même de l'eau au moulin à aider à builder ces artistes-là de demain. Puis je pense que c'est un peu ça la mission des Arcos aussi, en étant salle indépendante, qui donne des chances à toutes sortes de projets là, quand même. En fait, le partenariat entre le Centre des arts et le Zarico, je pense que ça a commencé à peu près dans 2017-2018, dans ces années-là, où là, il y a eu vraiment une discussion, un échange de programmation déjà d'établi, un partage de programmation qui est tellement important. On devrait avoir des partenariats comme ça dans plusieurs sphères parce que dans une même ville, on va se le dire, il faut vraiment avoir cette discussion-là pour qu'on sache comment on peut s'entraider entre nous parce qu'on travaille dans la même veine, on s'en va dans le même sens. On veut qu'il y ait un éveil culturel pour les citoyens et que ce soit aux Haricots, au Centre des arts, le mandat est rempli. Faire une salle de spectacle dans un bar, c'est sûr que c'est difficile. Le fait que tu fasses des spectacles nuit à ton côté bar, puis le fait que tu sois un bar, des fois, nuit au spectacle parce que tu t'es pas pris au sérieux puis t'as pas de subvention. Le modèle d'affaires du Zarico permettait, en vendant de l'alcool le jeudi soir, de faire des shows sans être en faillite. C'était la seule façon dont on a trouvé le moyen de payer pour les spectacles parce que, évidemment, une salle de spectacle, c'est jamais rentable. T'sais. Mais après ça, les aqueducs non plus. Fait qu'à un moment donné, c'est pas parce que quelque chose n'est pas rentable que quelque chose n'est pas essentiel. 6 mois, les premiers mois, là on gagnait pas une thune, rien, là, c'était compliqué. La chance qu'on a eue, c'est que, rentrée septembre 2003, les cégepiens ont pris d'assaut le Zarico. Il y aurait pas eu les cégepiens, je pense qu'on serait plus là. Moi, je me concentrais sur essayer d'avoir des artistes, alors j'avais quelques clients, mais on vivait pas. Ça, je dis, on faisait de la musique, on essayait de prendre du plaisir à au moins faire de la musique nous-mêmes, mais il y avait personne. Et c'est rentable dans ce qui est du capital humain puis culturel d'un espace comme à Saint-Hyacinthe, il faut, tu sais, les êtres humains, on est des êtres de culture puis on veut profiter de l'art, c'est un de nos moyens de communiquer puis de ressentir puis c'est vraiment comme quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que nous autres on fait ça, premièrement parce qu'on croit en cette idée-là que l'art est essentiel à la vie de l'être humain. On a jamais bien gagné notre vie, voilà, c'était un truc de passion, c'est vivre de sa passion. C'était pas vivre pour gagner de l'argent, parce que si j'avais voulu gagner de l'argent, j'aurais mis des machines à sous dans les coins, et puis voilà. Donc, je n'ai pas fait ça du tout pour ça. On croit aussi que des lieux comme le Zarico devraient être soutenus au même titre que n'importe quel autre lieu culturel. Toutes les agences qui pouvaient nous aider pour les subventions et puis tout, par eux, là, on n'était pas reconnus du tout. Donc, moi, ce qu'on me disait, oui, le Zarico, on sait, tu fais du bon boulot, mais il n'y a pas d'argent pour vous. On peut pas vous aider. On aide les grosses salles, mais on peut pas... Alors que c'était quand même grâce à nous si les grosses salles avaient des artistes. Parce que Cœur de Pirate, avant qu'elle passe dans les grosses salles, elle est venue ici, elle est encore mineure, elle n'avait pas le droit même de rentrer au Zarico. Elle est venue ici jouer du piano. Donc voilà, ces gens-là, on les a eus, nous, au début, avant qu'ils remplissent les grosses salles. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était aberrant, qu'on ait le droit à rien, juste parce qu'on était considérés comme des bars et pas comme une salle de spectacle. Alors que la vocation première, c'était quand même... J'estime que quand on fait plus d'un spectacle par semaine,
on peut être considéré comme une salle de spectacle. Pendant, notamment, la pandémie, le fait que, si on n'avait pas eu d'aide à ce moment-là, toutes les salles du Québec se seraient éteintes. Processus d'extinction qui avait quand même commencé pré-pandémie avec la mort du Cercle, du Divan Orange, grâce au fait que le gouvernement s'est enfin ouvert les yeux sur le rôle essentiel que les salles de spectacle de plus petite envergure jouaient dans l'écosystème, a fait en sorte que finalement, on a pu enfin, premièrement, accéder à des subventions, mais aussi accéder à une reconnaissance finalement de plus être qu'un bar qui présente des spectacles, mais vraiment être reconnu comme un lieu culturel. Ça semble vouloir continuer. Fait que la SODEC parle de subventions récurrentes. On est tous oui, hein? Puis on attend que ça parce que où vont jouer les groupes de musique si jamais il n'y a plus de salles qui nous ressemblent? Nulle part. Le vrai nom, au début, ça s'appelait Les Haricots Café Acoustique. Ça, c'était mon idée de base, c'était de faire que de la musique acoustique. J'avais vu cette idée-là aux États-Unis, dans des bars qui s'appelaient Acoustic Café. Enfin, c'est pas des bars, donc c'est des cafés, ils ne servent pas d'alcool. Mais il n'y a pas de sono, il n'y a rien, c'était juste les gens viennent avec leurs instruments acoustiques et ils chantent et tout le monde se tait, tout le monde écoute. Ça, mais bon, j'avais vraiment du mal quand même, quand je faisais venir des artistes acoustiques, à attirer de la clientèle. Parce que c'était pas connu, parce que c'était pas obligatoirement aimé par les gens ici. Ils savaient pas ce que c'était que la musique acoustique ici. Donc, bon, les gens se déplaçaient difficilement. Donc, tout doucement, pour arriver à rentabiliser, parce que je voyais bien que je m'en sortirais jamais, au bout de 3 mois à faire de la musique acoustique, on allait faire faillite. Donc, il a fallu se déplacer un peu, essayer d'aller attirer une autre clientèle. Et donc, de faire des shows un peu plus rock, on va dire, des shows qui faisaient un peu plus de bruit. De là, ça a commencé à marcher. Mais tout en continuant à faire des artistes acoustiques pour rester dans ce que je voulais faire. Il fallait qu'il y en ait quand même tous les mois. Le sérieux qu'on y met, la qualité du son, on a vraiment voulu continuer les standards de William qui étaient vraiment très élevés. C'était... Tu rentres aux Haricots, t'es comme « Ah, crime, c'est cool, c'est un beau bar, ça a l'air le fun. » Puis t'écoutes un spectacle, puis t'es genre « Ah, mon Dieu, OK, non, le son, il est incomparable. Les gens sont en silence complet. » Tu sais, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau dans le milieu des bars qui présentent des spectacles que d'exiger le silence, tu sais. Surtout en 2003, là, on s'entend qu'il y avait personne. Là. On est parti... c'est pas si loin, là, les années 80, où est-ce qu'il y avait des orchestres partout puis que c'était eux qui mettaient la musique d'ambiance dans les bars. Fait que les gens... Il y a une part de la population qui sont comme... Non, ça c'est juste des metteurs d'ambiance sur la scène, puis moi, je suis là pour avoir ma soirée, tu sais. C'est sûr que l'approche du Haricots, de pousser sur le fait que l'assistance soit à l'écoute, c'est pour moi, mettons, justement, en faisant de la musique qui est quand même plus tranquille, qui est portée sur les textes, pour moi, c'est d'une importance majeure. C'est vraiment plate quand tu arrives sur stage pour présenter des tunes puis tu te fais enterrer par la foule. Si tu fais du gros rock puis tu t'en fous, ça peut passer, mais quand tu arrives avec une tune puis tu veux juste comme ça passe tes émotions, des fois c'est tough. Les Haricots, c'est l'endroit approprié pour ça. Le respect de l'artiste, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Si on fait venir un artiste, moi, en tant que programmateur, si je le fais venir, il faut que ça se passe bien pour lui. J'ai pas envie qu'il ressorte et qu'il soit pas content de la soirée qu'il a passée. J'ai envie qu'il ait envie de revenir. Mais en même temps, je veux aussi que les clients passent une belle soirée, découvrent l'artiste. S'ils viennent là pour jaser, pour raconter leur vie, c'est sûr que tout le monde va passer une mauvaise soirée, l'artiste va passer une mauvaise soirée, et les clients qui, eux, voulaient écouter, passeront aussi une mauvaise soirée. Au début, c'était difficile, parce que chaque fois que je demandais aux gens de se taire, on me prenait pour un fou. Il est dingue, le français. Il veut nous empêcher de parler dans un bar, donc des gens partaient, et puis revenaient plus. Tout doucement, il m'est venu l'idée de faire un petit speech avant les artistes, quand je présentais les artistes sur scène, et de demander gentiment, avec une phrase qui revenait tout le temps, de me demander aux gens de se taire. Et c'est là qu'est né le slogan du Haricots. Aux Haricots, le silence est d'or et le blabla c'est dehors! Merci. C'est une œuvre d'art qu'on présente, puis qu'on apprécie, puis on exige que ça soit silencieux pendant ce temps-là. Tu sais, on fait pas juste dire « Ah ouais, c'est plus cool si on se tait. Hein? » Non, c'est comme, c'est ça, on en parle avant chaque spectacle, puis si quelqu'un est dérangeant, ben on le met dehors. Moi, je me souviens que Joël était quand même vraiment intense sur « il fallait le dire », puis tu sais, Joël amenait dedans, pareil. Puis moi, je trouvais ça quand même tough, tu sais, d'aller voir le monde, puis dire, tu sais, bon, quand il y en a qui dérapent, tu leur dis, ben, excusez, soyez à l'écoute. Mais Joël, il allait, puis là, t'es hors, toi, ah ouais, tout de suite, puis elle les pognait, tu sais, carrément par le collet, là, tu sais, des fois, là, c'était quand même, ça passe pas ici, là, tu sais, ça, c'était quand même fort. Ouais, c'est drôle,
Mon père puis son chum se sont déjà fait crisser dehors de mon propre show. Parce qu'ici, le silence est dehors, le silence est dehors. Là. Puis, ben, ils n'ont pas compris ça. Fait qu'à un moment donné, ils ont été kick-out. Là, mon père, après le show, il est plus là. Je suis comme, oh, si t'es où? T'sais, il vient me voir une fois aux 10 ans, il est pas là. Puis il est comme, ah, on s'est fait crisser dehors. Puis je suis comme, bon, c'est bon. J'ai quand même trouvé ça solide, mais il savait pas. Là, il savait pas. C'est vrai qu'on a perdu des clients. Ça, c'est obligatoire. Il y a des gens qui ont arrêté de venir, d'autres qui ne sont pas venus à cause de ça. Mais peu importe, la clientèle qu'on a réussi à avoir, ben, c'était une vraie bonne clientèle qui écoutait, qui respectait les artistes, qui passait des très bonnes soirées. Les artistes passaient aussi des très bonnes soirées. Et on a tellement eu de moments avec des bluesmen électriques, là, avec des shows électriques, et qui voyaient que c'était tellement silencieux dans la salle que les gens les écoutaient, qui débranchaient la guitare électrique et qui jouaient acoustique avec une guitare électrique. Pour qu'on entende le son d'une guitare électrique débranchée, il faut vraiment qu'on entende une mouche voler dans la salle. Justement, avec des moments acoustiques comme ça et dans le silence, c'est qu'on a l'impression que l'artiste, il est venu jouer dans notre salon. On n'a plus l'impression d'être dans une salle de spectacle. On a vraiment l'impression d'être avec l'artiste, il est à côté de nous et il joue juste pour nous. Et ça, c'est des soirées qu'on n'oublie jamais. C'est la seule façon de se démarquer parce que, encore une fois, il y a tellement de gens qui viennent voir des shows Zarco de tellement loin. Tu sais, comme quand on regarde les acheteurs de billets, il y a des gens de genre de la Gaspésie, du Kamouraska, de Montréal, de la Rive-Nord, tu sais, qui viennent voir spécifiquement des shows Zarco qui, quand tu regardes le listing là, des shows des artistes en question, ils vont dans leur coin, tu sais. La raison pour laquelle ils viennent aux Zarco, c'est que l'ambiance. C'est que le silence, le respect, le staff, puis le fait qu'ils sont assurés que ça sonne bien puis que ça va être une méchante belle soirée. Je peux pas être plus heureux en tant que fondateur du Zarco. C'est mon bébé de voir que son bébé continue. C'est comme avoir un enfant puis de voir qu'il pousse bien son enfant. Mais c'est ça. Je veux dire, il existe toujours. Mais c'est resté la salle que était prévu de devenir. Voilà. Toujours essayer d'avoir des bons artistes, de lancer des artistes pas connus et de faire respecter les artistes sur scène. Et c'est resté. Donc ça, c'est extraordinaire. On s'en va de même, là. T'sais, on sait où est-ce qu'on s'en va. On sait pas où est-ce qu'on va atterrir. Genre, on n'a aucune idée, mais genre, on y va. T'sais, on sait pas le futur, mais on sait qu'on est encore craqué. Au niveau de la programmation, je me demande comment je vais être capable d'aller chercher plus gros que ça pour les prochaines années à venir. Mais le pire, c'est que je sais qu'on va réussir. C'est ça l'affaire. Parce qu'on continue d'investir dans les artistes de demain aussi, tout en présentant les gros artistes d'aujourd'hui. Ça a été quand même toute une fierté qu'on a dans notre programmation cette année. Donc, je pense qu'on va utiliser tout ce bagage-là, toute l'histoire qu'on a pour continuer à avancer une autre vingtaine d'années avec le 109 qu'on peut avoir, avec le nouveau staff qui continue à triper sa musique puis de faire partie d'un projet qui est plus grand que les autres. Là. Tant qu'on va continuer à aller dans ce sens-là puis que le Zarco va continuer à ressembler aux Zarco, tu sais, c'est ça, c'est pas la couleur des murs, tu sais, c'est pas le choix des verres, tu sais, mais en même temps, c'est tout ça qui, en s'accumulant, reste cette espèce de pieuvre gigantesque qu'est le Zarco qui va dans tous les sens. Parce que le Zarco, c'est tout. Et la salle de spectacle de l'année est le Zarco. D'abord, on veut vous remercier tout le monde, tous les jurys, tous les gens qui sont des clients, des artistes, n'importe qui a approché le Zarco depuis 20 ans. On serait pas là sans vous, merci. 20 ans, c'est pas une sinécure. On est arrivé là avec tellement d'efforts, puis tellement de travail, puis tellement de sacrifices. Puis on est arrivé à un moment donné où est-ce qu'en ce moment, avec les SMAC, puis avec la SODEC, puis avec la reconnaissance, merci. Mais c'est pas fini, puis des nouvelles salles voient le jour, puis espèrent un monde meilleur. Offrons-leur un monde meilleur. Donc, j'appelle les élus et tout le monde qui peut aider les salles à vraiment essayer de les soutenir, soit en y allant, en achetant des billets, en jouant dedans, en dansant dedans, en chantant du karaoké dedans. À vrai dire, Joël a déjà pas mal tout dit ce que je voulais dire, mais je vais quand même donner une grosse main d'applaudissements à toutes les autres salles. C'est vraiment important qu'on existe.
Les artistes qui viennent jouer dedans, qui nous font confiance. Puis, dans le fond, à tout ce qui se passe à l'extérieur de Montréal et Québec, autant important. Et shout-out au Café du Clocher qui a eu le 20e aussi. Quand même important. Faut quand même, à travers le temps, continuer. Puis, hey, on va boire à soir.